merci Monsieur le Président de m'avoir invité cet après-midi. La dernière fois que je suis venu à Alençon, c'était en prison. Enfin, je dis ça, en prison, pas tout à fait. J'étais en train d'estimer la prison d'Alençon pour le service des domaines. Voilà, donc je connais un petit peu Alençon. Moi, j'en suis venu à m'occuper des églises. Je dirais non pas parce que j'ai souhaité le faire, parce que je vais vous choquer totalement, mais je vais aller au bout de la chose. Je suis un parpaillot moi-même. Donc, et je m'occupe de la vente d'église, hein, mais c'est comme ça, mais je m'en occupe de façon culturelle et pas cultuelle. Je me détache du point de vue culturel, je ne peux pas m'immiscer là-dedans. Et donc, je suis encore vendeur de châteaux, et dans les châteaux, il y a toujours des chapelles, donc des chapelles castrales, pour lesquelles j'ai travaillé, pour lesquelles j'ai annoncé, pour lesquelles je suis allé chercher des renseignements historiques, culturels, etc. Et ça a amené certains économes à se rapprocher de moi, pour me confier des églises à vendre. Alors, moi, je suis un peu, on me le dit de temps en temps, je ne veux pas le croire, mais je suis un peu le fossoyeur, finalement, de tout ça, parce que je suis le dernier maillon de la chaîne. Quand on n'a plus trouvé d'affectation, quand on ne sait plus faire, quand des soucis économiques l'emportent, eh bien, on vient me voir et puis on me dit, qu'est-ce qu'on peut faire de cette chapelle ou de cette église ? Et je le dis aux hommes d'église qui sont là, je suis souvent consulté un peu trop tard, souvent même beaucoup trop tard, parce que j'ai des communautés religieuses, par exemple, qui viennent me voir de temps en temps et qui sont à la tête d'un patrimoine assez important et qui se dessaisissent de bâtiments, d'un ou deux bâtiments, au milieu de 5, 10 bâtiments quelquefois, et je me dis, c'est pas le bon choix qu'ils ont fait. Je me dis souvent, finalement, puisqu'ils font ça pour des raisons économiques, qu'ils viennent nous voir, nous, parce que nous sommes des commerçants, je n'ai pas honte de le dire, on peut faire du commerce de belle façon, et les gens viennent nous voir un peu trop tard et ne font pas le bon choix dans le bâtiment choisi. Enfin, ils nous confient un bâtiment qui est quelquefois très difficile à vendre, qui ne vaut pas grand-chose, et puis ils en ont un autre à côté dont ils ne font pas grand-chose non plus, et qui, lui, vaut de l'argent. Donc je vous le dis, j'en profite parce que je peux m'adresser à vous en particulier. Essayez de venir nous voir un peu plus tôt. Et peut-être qu'on vous conseillera d'ailleurs de ne pas vendre, parce que je ne suis pas ici, je pense que vous l'avez compris dans la présentation qui a été faite de moi, je ne suis pas ici que pour gagner de l'argent, même si j'ai une entreprise commerciale qui doit en gagner. Mais si je peux vous donner un conseil qui peut vous permettre de conserver ces bâtiments, je le ferai. Voilà, donc cette introduction étant faite, je vais quand même vous présenter des chiffres, parce que c'est intéressant de savoir combien valent ces bâtiments finalement, avant de s'en dessaisir. Alors je vais vous montrer des chiffres de choses réalisées, j'en ai choisi quelques-uns. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que je travaille beaucoup plus pour des évêchés que pour des communes, parce que souvent les communes, je le vois aussi, cèdent pour l'euro symbolique. Et alors ça, je trouve ça un scandale, parce que c'est un bien commun. Et encore une fois, je me retire de la position religieuse de tout ça. Moi, je ne peux pas... Et quand je vois j'ai le cas d'une commune qui a cédé pour un euro symbolique une église il y a 2 ans, je ne peux pas dire où elle est pour l'instant, et puis le nouveau propriétaire vient me voir, il me dit Monsieur Bess, maintenant je vais la revendre. Voilà. Et ce qui a été donné pour 1 euro va être, moi je vais le revendre 200 000 euros. Donc la commune a perdu 200 000 euros. Donc voilà, je vais vous montrer des exemples de chiffres, si j'arrive à chiffrer. Alors, je vais quand même vous donner l'esprit qui nous anime. La première chose qu'on s'est fixée, c'est de faire en sorte que ces lieux restent ouverts au public. Alors, ça peut paraître un peu idiot de dire ça, parce que tout le monde le souhaite, mais ce n'est pas facile de le réaliser. Et puis, on se rend compte que nous, quand on est en charge de la vente d'un édifice, les gens viennent nous voir. Ils me disent, mais que va devenir cette église où j'ai enterré mes parents, où j'ai marié mes enfants, où j'ai baptisé, etc. Donc il faut, d'une façon ou d'une autre, peut-être que certains d'entre vous me diront autre chose, mais il faut que ces bâtiments puissent continuer à être ouverts, ne serait-ce qu'une semaine par an, peu importe, mais que ça reste un peu la propriété du village, ou qu'on puisse continuer à s'approprier le bâtiment. Donc dans la démarche d'acquéreur qu'on fait nous, on dit aux gens, voilà, si vous fermez le bâtiment au public, on ne vous vendra pas. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de refuser des ventes parce que les gens avaient des projets tout à fait privés et fermaient la porte, et j'ai dit non, dans ces conditions, on ne le fera pas. La deuxième chose, c'est ce qui a été dit, je crois, depuis ce matin, c'est de faire passer ces lieux de cultuel à culturel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, selon moi, on ne peut pas habiter dans une église.
Alors certains me diront, mais si, pas de problème, il y a un très bel espace, on peut faire une mezzanine, on peut faire une belle chambre avec une vue sur la sacristie, etc. On peut tout aménager. Moi je dis non, ce sont des bâtiments qui ne sont pas faits pour être habités. Et quand on a eu des bâtiments qui avaient déjà été transformés en habitation à revendre, eh bien on ne les a jamais vendus. Donc ce ne sont pas des bâtiments, par expérience, qui sont faits pour être habités. Et puis quand on habite des bâtiments comme ça, on les dénature beaucoup. C'est-à-dire qu'on les restructure, on les modifie complètement, et du coup, on ne peut plus les remettre dans leur état initial si l'affectation change. La troisième chose qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on dialogue avec les élus locaux, et donc la population, pour expliquer quelle est la démarche, parce que sinon on se retrouve avec des mots d'insulte. Sur Internet, c'est facile de nous retrouver, j'en ai quelques-uns, et je vous en ai mis 2 ou 3 à la fin de ma présentation, c'est toujours sympathique. Et puis notre volonté par-dessus tout, c'est de préserver le patrimoine architectural. Parce qu'une église, qu'elle soit d'avant 1905 ou d'après 1905, c'est un élément du paysage français. Et je dévie un peu, vous m'arrêterez quand j'aurai plus de temps, parce que je suis assez bavard, mais j'ai un grand patron du CAC 40 français qui m'a dit, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, vous savez, monsieur Besse, il va falloir apprendre, parce qu'il délocalisait lui en Allemagne. Vous allez vous dire à quel niveau on en est en France. Et il me disait, il va falloir apprendre à dire aux Français bonjour, merci, au revoir, et en anglais de préférence. C'est-à-dire que nous sommes déjà un grand pays de tourisme, et les églises participent au tourisme indirectement, vous comprenez ce que je veux dire, mais ça fait partie du paysage, comme les châteaux font partie du paysage, comme les moulins font partie d'un paysage, voilà. Donc il faut préserver les églises, au moins pour leur qualité architecturale. Parce que quand on aura des villages, il n'y aura plus de clocher, et il n'y aura plus l'emblème Leclerc quand on arrivera, ou Carrefour, que j'aime tout autant, hein, eh bien à mon avis, on aura perdu beaucoup de notre identité. Voilà, alors, voilà une chapelle, celle de Saint-Laurent de Vauxois à Cuffy, dans l'Aisne, qui vient d'être vendue 150 000 €. Un sculpteur sud-africain qui est en train d'y créer un lieu d'atelier et d'exposition. Ça, je trouve que c'est assez bien comme affectation, parce qu'il ne va pas modifier, il va se servir du volume existant, et puis on pourra continuer à frapper à sa porte, entrer, il sera content de montrer ses œuvres, il fera des journées portes ouvertes. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une belle chose, une belle reconversion pour une église. L'église Sainte-Barbe de Crune, alors celle-ci, elle est assez intéressante parce qu'elle est dans un village de l'Est de la France, un village minier. Elle est en plus dans la partie neuve du village, là où les ouvriers sont venus s'installer. Donc un village communiste. Et quand on l'a pris en vente, le maire est venu me voir, il m'a dit « Tu sais, camarade, pourquoi pas notre église, tu ne vas pas la démolir. L'église, je ferai tout pour qu'elle reste debout. » Ben, je lui ai dit « C'est très bien parce que... » Alors je ne sais pas si je lui dis camarade, je ne suis pas certain. Mais je ne suis même pas sûr d'avoir tutoyé là. Mais je lui ai dit « Mais c'est ma volonté. C'est surtout pas de la démolir. C'est lui trouver une seconde vie, enfin une 100e vie à cette église. » Et elle est devenue un lieu, un centre d'enregistrement de musique liturgique. Voilà, donc finalement c'est assez bien, mais ça aurait pu être de la musique rock, c'était bien aussi. Non mais voilà, en tout cas c'est un lieu qui de nouveau va s'ouvrir au public. Et ce qui est intéressant, pour la petite histoire, c'est que cette église, c'est une église en métal, tout en métal. C'était un prototype d'église qui avait été faite pour être vendue en Afrique. Et puis finalement, quand ils se sont rendus compte que l'Afrique était très humide, les constructeurs se sont dit on ne va pas pouvoir les construire là-bas parce qu'elles vont rouiller. Et la seule qui a été faite est à Crune, dans l'est de la France. Et elle vient d'être restaurée, avant d'être vendue par l'évêché. Elle a été restaurée, et je crois qu'il y a eu à peu près 2 millions d'euros de travaux qui ont été faits par l'État, donc, et par les services de l'État, pour la sauvegarder. Voilà, donc vous voyez que cette église, ni le maire communiste, ni l'État, certainement pas l'évêché, ne voulaient la voir tomber. Ça, c'est encore... Alors ça, c'est un exemple. Là, vous pourrez m'applaudir si vous voulez après, pour ça. C'est assez intéressant. C'est la chapelle qui est sur la falaise d'Étretat. Étretat, qui est quand même le 3e ou 4e lieu le plus visité de France, hein, qui appartenait à une famille privée.
Quand je suis allé la visiter pour la première fois, on a ouvert la porte qui s'ouvre une fois par an. De temps en temps, il y avait, je crois qu'une messe au mois d'août qui était donnée dans l'église. Et on a ouvert la porte, et au bout de 10 minutes, il y avait des gens du monde entier qui étaient dedans. Il y avait, je me souviens, il y avait un Américain, il y avait un Russe, il y avait un Chinois, enfin parce que c'est un lieu très, très visité. Et quand je l'ai mise en vente, le lendemain de l'annonce sur mon site, j'ai eu 3 personnes qui sont venues à mon bureau avec des chèques de banque, et les 3 voulaient faire à peu près des friteries dedans. Non, mais c'était pas bête de faire une friterie à cet endroit-là. Le lieu était de la bonne taille, on pouvait faire une petite arrière-cuisine dans le fond, et puis les odeurs de graisse ne gênent personne là-haut. Donc c'était pas bête. Alors, évidemment, je leur ai dit, non, on ne va pas faire une friterie là-haut. Vous la ferez, mais plus loin, mais pas dans une chapelle. Alors j'ai eu un des acquéreurs qui était un professionnel qui m'a menacé d'un avocat, etc. J'ai reçu une lettre d'avocat. Et puis on ne lui a pas vendu. Et on est allé voir la commune. On a dit à la commune, mais exercez votre droit de préemption. Vous avez un droit de préemption, exercez-le. Ah non, on n'a pas le droit de préemption. Pas à cet endroit-là. C'est bien dommage. On est allé voir le conservateur du littoral, parce qu'on est quand même sur les falaises, là. Le conservateur du littoral a dit, non, on n'a pas le droit de préemption non plus. Non, on a oublié. On a oublié à cet endroit-là, on a oublié de se voter le droit de préemption. Donc on ne peut pas acheter. Et puis on leur a dit, je fais l'histoire un peu courte, mais on leur a dit, si, vous allez l'acheter. Vous allez l'acheter, parce que si vous ne l'achetez pas, ça va être un scandale. Parce que si effectivement on installe une friterie dans cet endroit-là, ça va être un scandale pour la commune, un scandale pour tout le monde. Donc on a réussi à les convaincre, ça a duré 6 mois. Vraiment, on a attendu 6 mois patiemment, et puis ils l'ont acheté. Et maintenant, voilà, le Conservatoire du Littoral vient de fêter ses 40 ans à l'intérieur. La commune se sert aussi de cette église pour des manifestations. Et je crois même que des messes y sont recélébrées de temps en temps, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est plutôt une belle chose. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parfaitement réussi de ce que l'on devrait faire à chaque fois, mais ce n'est pas toujours facile. Donc je garde les applaudissements pour moi. Ça, c'est une collégiale qui était un édifice en bien mauvais état, qui avait été sauvegardé par un privé, et puis il nous l'a redonné à vendre. Et on l'a vendu à un Texan, qui venait du Texas, qui ne connaissait pas très bien la France, mais qui voulait s'acheter un bâtiment en France. Puis il a acheté. La tour qui est derrière était déjà en partie habitable, et puis lui fait des concerts de musique à l'intérieur. Donc c'est aussi une chose intéressante. Et vous voyez que tous ces bâtiments, parce qu'on dit toujours combien ça vaut au mètre carré. Le prix d'une église, je peux vous le dire, c'est intéressant, ça vaut entre 50 000 euros si c'est en très mauvais état et 400 000 euros. Voilà. Au-delà, je n'ai pas trouvé. Et je vous parle là d'édifices dans les campagnes. Moi, je ne m'occupe pas d'édifices dans les villes. Il y a des agents immobiliers qui sont bien plus performants que moi pour aller faire des logements là-dedans ou de la démolition. Moi, je ne sais pas faire. Donc, je vous parle d'églises à la campagne. Voilà encore une basilique qui a été vendue. Un libraire parisien qui a arrêté sa librairie à Paris et qui fait dedans une bibliothèque dédiée aux livres, évidemment. Donc ça aussi, c'est une reconversion, je trouve, assez intéressante. Là aussi, l'église Sainte-Thérèse, alors c'est dans l'Aisne. Je ne sais plus qui parlait tout à l'heure à cette conférence en disant, en fait, quand on a des bâtiments qui sont très loin, qui sont très éloignés, qui sont un peu abandonnés, on ne sait pas quoi en faire. Et voilà un exemple de reconversion d'un bâtiment très éloigné, très compliqué, au milieu d'un village abandonné quasiment, enfin par ses habitants, qu'on a finalement vendu à un concertiste international. Oui, que certains connaissent forcément. Donc c'est formidable, parce qu'il y a maintenant des concerts avec des gens du monde entier qui viennent dans cette commune. Et le maire s'est beaucoup impliqué d'ailleurs avec nous dans cette reconversion. Et ça, c'est un exemple formidable. Formidable. Alors on n'a pas vendu ça très cher, on a vendu ça 125 000 euros. C'est vrai que ramené au prix du mètre carré, ça vaut le prix du mètre carré de la terre agricole. Enfin, on y est presque. Mais c'est un bel exemple, et ça prouve que même des lieux très abandonnés, très isolés, ont une valeur. Alors, ont une valeur financière, une valeur architecturale, puisque là, ce concertiste a
trouvé ce qu'il lui fallait. Pardon? Oui. Elle est à Hirson, oui. Oui, mais si vous connaissez Hirson? Bon, elle est sur la partie neuve d'Hirson. Hirson, il y avait 2 églises dans Hirson. Et Hirson, c'est un village où il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien, les boutiques sont fermées. Je me souviens que le panneau de la fête de Noël, j'y étais à l'époque de Noël, je suis désolé, je vais vous réveiller après le déjeuner, mais enfin bon. Il y avait encore le Joyeuse Fête 2005, et j'y suis allé en 2014, parce qu'ils n'ont pas les moyens, la commune n'a même pas les moyens de se repayer le panneau adéquat. Donc non, c'est assez compliqué, comme c'était un village de sidérurgie, il n'y a plus de sidérurgie, enfin c'est terrible, terrible. Je vous donne maintenant quelques exemples de bâtiments qui sont à vendre. Là, c'est à Saint-Quentin. Ça, c'est une église art déco. Voilà, 190 000 euros. C'est dans une partie aussi, une Saint-Quentin qui n'est pas très affriolante pour quelqu'un qui voudrait faire une activité. Mais je suis persuadé qu'ici aussi, on va trouver quelqu'un qui va avoir une démarche culturelle et qui va s'emparer de ce bâtiment et qui va le conserver ouvert au public. On avait d'ailleurs, à un moment, même avec l'évêché, pensé qu'une partie du terrain était constructive, etc. Et puis on se dit, bah non, il faut essayer de garder son unité à cette église, on ne va pas lui construire un immeuble derrière. Alors ça, c'est la seule église dont on s'occupe, nous, et qui est une église dans une ville, qui est à Nantes, qui a déjà été reconvertie en habitation. Alors là, on est sur des prix supérieurs, mais pour Nantes, ce n'est pas encore un prix très très cher. Et c'est finalement une église qu'on a énormément de mal à vendre. Parce qu'elle a déjà été réutilisée complètement, elle a déjà été modifiée. Vous voyez, ces structures métalliques, on n'en voit qu'une partie, mais il y a des planchers intermédiaires qui ont été faits. Et du coup, on a beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui rentre dans le lieu. Alors que quand on a des lieux qui sont pardonnez-moi l'expression, vierges, eh bien on arrive beaucoup plus à les faire s'approprier. Une petite église sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, là aussi dans un hameau complètement perdu, complètement oublié. Je suis persuadé qu'on va la vendre aussi relativement facilement, ça ne posera pas de gros problème. Et puis après ça, on a même des lieux qu'on redécouvre comme ça, qui étaient... ça c'est un ancien couvent, mais qu'on ne voit plus comme un couvent quand on est à l'extérieur, qui était une grange à foin, etc. Donc on a demandé au propriétaire de nettoyer, de vider, et puis on lui redonne ces marques de noblesse, et finalement on la revend, on la revend comme une chapelle. Voilà un message. Alors, en fait, les messages, j'ai fait mon PowerPoint hier soir assez tard, je suis désolé de vous le dire, et j'ai pris les derniers qui me sont arrivés. Voilà, si vous avez des églises à vendre, n'oubliez pas d'en informer les communautés catholiques qui en achètent beaucoup ou en construisent beaucoup en particulier. Alors, il y avait la communauté religieuse en particulier, j'ai fait ça il y a 5 minutes, j'ai enlevé les références de cette communauté, enfin de cette congrégation, pardon. Cette congrégation remplit les églises quand les diocèses les vident et rachète avec la discrétion et la modestie qui s'impose un nombre de bâtiments, cordialement. Voilà, ce sont des exemples, mais ça ne veut rien dire d'ailleurs, mais c'est dit. Alors ça c'est arrivé hier aussi, je vous remercie de votre envoi. Il me fait penser à une phrase de Michel Serres. Autrefois, pour connaître le temps, les gens regardaient le ciel. Maintenant, pour connaître le temps, ils regardent leurs ordinateurs. La reconversion des églises n'est-elle pas le signe que les gens ne savent plus regarder le ciel? Bonne semaine. C'est pas méchant. Ah oui, là j'en ai un qui est plus redoutable. Sans doute voulez-vous transformer nos églises en mosquées, point d'interrogation, halte à la vente de nos lieux de culte et à l'assistance de nos civilisations judéo-chrétiennes. Mais ceci dit, je comprends ce genre de réaction aussi. Hein. C'est normal qu'il y ait des gens qui réagissent comme ça. D'autant plus que moi, encore une fois, je suis très heureux de m'exprimer devant vous aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui fait parler beaucoup d'encre dans la presse. Donc je suis interviewé, mais vraiment 1 à 2 fois par semaine par des journalistes qui me posent toujours des questions complètement stupides. Alors j'ai du mal à répondre des choses à peu près intelligentes. Et en plus, si j'y arrive un tout petit peu, ils redéforment mes propos et ils marquent ce qu'ils voulaient me faire dire au départ. Donc c'est très compliqué de porter mon action dans ce milieu. C'est politiquement très dangereux, même pour moi. Mais je crois que c'est un mal nécessaire que de le faire. Voilà, si j'ai tenu dans les temps.
J'aurais voulu poser une question à Monsieur le Président qui n'est pas là. Le sujet paraît, ma question va peut-être paraître hors sujet. Nous avons vécu la décentralisation dans les années 80 et nous constatons maintenant avec la nouvelle régionalisation que nous risquons d'aller vers une disparition des populations un peu dans nos communes, et dans nos départements. Et ceci me paraît important d'aborder le sujet parce que la fréquentation des églises ne peut se faire que s'il y a un bassin de population important. Mais je voudrais aussi m'adresser à Monseigneur. Ayant fait dernièrement un voyage en Australie avec des élèves, j'ai eu l'occasion d'assister à 3 offices. Un office juif, pour lequel j'ai eu l'impression d'assister à une cérémonie communautaire. J'ai assisté le lendemain à une messe anglicane, où là, la population de jeunes présente, le rythme de la célébration faisait qu'on avait l'impression de vivre en famille et de vivre la fête. Et j'ai terminé le dimanche dans la cathédrale, où il y avait 50 personnes sur la totalité de la nef, et une célébration qui s'est terminée en une demi-heure. Et donc ma question est la suivante. Devons-nous continuer à investir pour préserver le patrimoine Église ou faire une sorte d'arbitrage, c'est-à-dire garder un certain nombre d'églises, mais investir dans la formation des futurs animateurs qui donneront à nos cérémonies le bonheur et le plaisir de venir aux offices le dimanche. Je suis moi-même un animateur des chants dans une paroisse proche, et je constate que nous perdons les organistes. L'équipe des chanteurs est vieillissante, et je crois qu'il n'y a pas que dans notre commune ou dans notre paroisse que nous rencontrons le même problème. Donc, c'est une question, est-ce que l'Église est prête à investir dans la formation des animateurs ? Oui, enfin la question n'est pas en opposition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un choix à poser entre soit entretenir des églises, soit former les personnes. En fait, la vraie question pour nous aujourd'hui, c'est de redynamiser la foi d'un certain nombre de personnes qui ont été baptisées et qui ont... Voilà, quand vous dites à la cathédrale, il y avait 50 personnes, c'est plus ça le problème que celui de l'animation. Et plus une communauté va s'étoffer, plus les charismes des uns et des autres vont pouvoir se déployer, et plus on aura des célébrations vivantes. C'est vrai que pour nous, si je continue sur votre question, par exemple, est-ce qu'il faut mieux que dans un endroit, dans un territoire géographique, est-ce qu'il faut mieux qu'il y ait 10 messes où il y a 50 personnes ou une messe où il y en ait 500 ? C'est une bonne question, je trouve, parce que de fait, la messe, c'est le lieu où on se rassemble, où on célèbre, et du coup, il y a des fois des rassemblements qui ne sont plus trop significatifs, quoi. Mais voilà, après, c'est des appréciations pastorales, hein, mais en tout cas, investir dans la formation des gens, notamment sur le plan liturgique, est sûrement une priorité d'ailleurs qui existe aujourd'hui. Hein, beaucoup de personnes, enfin, sans doute c'est ce que vous faites aussi, sont investies dans l'animation de nos liturgies, eucharistiques ou autres.